merci beaucoup pour cette présentation très très complète. Merci à tous d'avoir bravé les intempéries et trouvé cette salle. Et puis surtout, merci à Alessandro de m'avoir invité, de m'avoir conduit ici, de m'avoir fait visiter avec ma famille les environs de la Turbie. C'est vraiment très 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 beau chez vous. Donc, je suis très content d'être là. Et donc je vais vous parler d'intelligence artificielle au service de l'anticipation des tremblements de terre. Comme ça a été dit, je suis chercheur à l'IRD. L'IRD, c'est l'Institut de recherche pour le développement. C'est un institut de recherche un petit peu particulier, puisque c'est exactement la même chose que le CNRS, sauf qu'on a une mission à travailler avec les pays en voie de développement pour monter des projets de recherche avec eux. Et ça tombe bien parce que les tremblements de terre, il y en a beaucoup dans les pays en voie de développement. Et donc, je vais vous parler de ça pendant cette soirée. Alors, la première chose qu'il faut que je vous dise, c'est que je ne suis pas vraiment un expert en IA. Vous avez eu des gens, je crois, qui sont venus les semaines précédentes, qui eux étaient, certains d'entre eux, peut-être pour tous, de vrais experts en IA, qui développent des algorithmes d'intelligence artificielle. Moi, je suis plus un utilisateur de ce qu'ils font pour quelque chose de plus précis, qui est la géophysique, et en particulier les tremblements de terre. Et donc, je vais vous présenter d'abord ce que je comprends de l'IA, la manière dont je le comprends moi, et comment je l'utilise. Et puis après, on discutera peut-être un petit peu plus tous ensemble de sujets plus larges. Alors oui, bon, ça a déjà été dit, mais si je me permets quand même de parler un petit peu d'intelligence artificielle, c'est parce que je dirige donc, ce projet européen pour utiliser l'IA au service des tremblements de terre. Donc, qu'est-ce que l'IA? Alors, on a déjà dû vous en parler un petit peu, mais j'aime bien cette slide. C'est juste pour dire que on parle d'intelligence, c'est dans le nom, mais en fait, concrètement, ce qu'est l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est juste des lignes de code. Donc, il n'y a pas de cerveau derrière, ni humain, ni algorithmique, c'est juste des lignes de code. Donc, il n'y a rien de surnaturel là-dedans, il n'y a rien de magique dans les ordinateurs, c'est vraiment juste, ça fait ce qu'on leur dit de faire, quoi. C'est de l'ordre de l'évidence, mais avec la science-fiction, on a un petit peu dans l'imaginaire collectif cette idée que les ordinateurs réfléchissent tout seuls, c'est pas vrai. Alors, plus dans le détail, l'intelligence artificielle, ça regroupe tout un tas de termes qu'on emploie souvent comme des synonymes. Donc en anglais, le machine learning, donc en français ça se dit apprentissage machine, qui est une sous-catégorie d'intelligence artificielle. Au sens le plus large, l'intelligence artificielle, c'est juste un système d'imitation de la pensée humaine. Donc c'est quelque chose qui nous fait penser à un comportement humain. Donc au sens très large, l'apprentissage machine, ça va être le fait d'entraîner une machine, donc un ordinateur, à faire des choses qu'on veut faire. Et l'apprentissage profond, donc le deep learning, c'est encore une sous-catégorie de l'apprentissage machine learning, où là, on va de moins en moins guider l'algorithme, et il va se débrouiller un petit peu tout seul à faire des choses. Donc je vais vous expliquer ça beaucoup plus concrètement tout de suite. Donc, moi, ce que j'utilise surtout, et ce que la plupart des gens utilisent, c'est le deep learning supervisé. Alors, c'est déjà quand même assez avancé, parce que donc, on parle d'apprentissage profond, ça va aller voir des choses assez complexes, mais c'est supervisé, et ça veut dire qu'on va donner la réponse à notre algorithme. Donc, un peu de maths. En gros, on peut résumer le deep learning supervisé sous la forme de cette équation, où, alors c'est là que c'est bien, c'est que x, ça peut être absolument ce que vous voulez, y, pareil, ça peut être absolument ce que vous voulez, et ce que fait le deep learning, c'est que ça va apprendre la fonction f au milieu, c'est-à-dire que ça va vous faire passer d'un jeu de données x à un jeu de données y. Et là où c'est assez magique, c'est que vous pouvez l'entraîner sur un certain nombre de données, en lui donnant chaque fois la réponse, et ensuite vous pouvez l'appliquer à des données qu'il ne connaît pas. Et là, ça va continuer à vous donner la réponse, alors qu'a priori, il n'a pas de raison de la connaître. Donc, ça paraît très abstrait comme ça, mais on va tout de suite prendre un exemple très concret, qui marche très bien, qu'on utilise souvent, c'est l'exemple des photos de chiens et de chats. Alors, dans ce cas précis, X, ça va être des photos, alors soit de chats, soit de chiens. Et Y, ça va être la réponse. Est-ce que c'est un chat ou est-ce que c'est un chien? Donc très concrètement,
si vous avez 1 million de photos, soit de chiens, soit de chats, vous prenez la première, donc le X1 ça va être la première photo, et le Y1 ça va être la première réponse, qui correspond à la première photo, donc c'est juste chien. X2 ici ça va être un chat, donc le Y2, la réponse c'est chat, et vous faites ça 1 million de fois sur toutes vos photos, et vous donnez ça à votre algorithme. C'est ce qu'on appelle l'entraînement. Et s'il a été bien entraîné, donc sur suffisamment de données, là où c'est fort, c'est que vous lui donnez une photo de chien qu'il n'a jamais vue, ou une photo de chat déjà, donc une photo qu'il n'a jamais vue, c'est un nouveau X. Et bien s'il est bien entraîné, il va vous dire c'est un chien, alors qu'il n'a jamais vu cette photo. Ça veut dire ça que concrètement, il a appris ce que c'était que les caractéristiques d'un chien, quoi. Ça, c'est une tête de chien, parce que ça ressemble aux autres chiens. Et il y a des chiens qui ne ressemblent pas du tout à d'autres chiens. Il y a des tout petits chiens, des gros chiens. Et donc, c'est le côté un petit peu magique, mais qu'on peut expliquer avec des maths, hein. Il va comprendre, c'est un grand mot de comprendre, il va arriver à extraire les caractéristiques communes à tous les chiens, et ça va lui donner la capacité de reconnaître un chien. Voilà, donc dans ce cas précis, notre X c'était des photos, notre Y c'était qu'est-ce qu'il y a sur la photo, et le F, eh ben, c'est ce qu'a appris l'algorithme de Deep Learning. Donc là, on l'a appliqué à des photos de chiens et de chats, mais ça peut être appliqué absolument n'importe quoi. Dans le X, vous pouvez mettre ce que vous voulez, des photos, des films, du son, des chiffres, ce que vous voulez. Et Y, pareil, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc vous pouvez faire apprendre à un algorithme une fonction F qui va lier un jeu de données à un autre jeu de données. Voilà, donc c'est juste ça. Et bah ça, quand on commence à réfléchir, on voit que ça peut s'appliquer à des tas de choses. En fait, à tout. À partir du moment où vous avez suffisamment de données. Et où il y a quelque chose dans les données qui peut permettre de prédire la réponse. Donc on peut prendre d'autres exemples. Alors un exemple très connu qu'on utilise tous les jours, c'est là je me suis amusé, j'ai pris mon iPhone et j'ai voulu écrire, que vais-je écrire? Et ben mon iPhone m'a suggéré d'écrire écrire avant que je l'ai écrit. Donc ça on l'utilise tous les jours, hein, c'est presque trivial. Mais comment est-ce qu'ils font ça? C'est de l'intelligence artificielle derrière, qui d'ailleurs utilise tous vos textos, pour faire ça. C'est-à-dire qu'on va prendre des mots en X. Qu'est-ce qu'on écrit souvent après que vais-je? Si on écrit encore et c'est, on peut écrire écouter ou écrire, parce que sur une base de données de milliards de textos entraînés pris sur des milliards de gens, émis par des milliards de gens, et on a vu qu'en général, c'est ça qu'on écrivait après le début de cette phrase. Alors un truc peut-être plus intéressant, ça serait de prédire les cours boursiers, par exemple. Finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas, je ne sais pas, prendre toutes les valeurs boursières depuis la nuit des temps et regarder ce qui se passe le lendemain de telle augmentation ou de telle baisse de valeur boursière? Est-ce qu'en faisant ça, on ne pourrait pas prédire les cours boursiers de demain? Alors, est-ce que ça marche, là? Honnêtement, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que toutes les banques mettent énormément d'argent là-dedans, parce qu'elles espèrent que ça va marcher. Alors, peut-être que ça marche déjà, et si c'est le cas, évidemment, elles ne vont pas s'en vanter, elles vont juste gagner de l'argent. Peut-être pas, avec quelle charge dans le vide. J'en sais rien, mais c'est une vraie application avec un fort intérêt, quoi. Enfin, du moins pour les gens qui l'utilisent. Et là, c'est aussi intéressant de réfléchir à qu'est-ce qu'on mettrait dans le X, qu'est-ce qu'on voudrait mettre dans le X pour prédire le Y qui serait dans ce cas, quelle est telle valeur boursière demain. On peut imaginer des tas de choses, donc les valeurs boursières précédentes, des événements géopolitiques, la météo, on peut imaginer des tas de choses parce que, en fait, c'est pas magique les cours boursiers, c'est un truc très déterministe, ça dépend de ce qui s'est passé dans le passé. On ne sait juste pas exactement de quoi, mais c'est une manière, l'intelligence artificielle, finalement de trouver une correspondance entre des données et ce qui va se passer, sans forcément savoir ce qu'on cherche. Alors un autre exemple, ce serait de jouer au loto. Ça serait pas mal, mais là, du coup, c'est le parfait exemple de ça peut pas marcher, parce que, a priori, il n'y a aucune raison que tous les tirages qui se sont passés jusqu'à présent aient quoi que ce soit à voir avec le tirage de demain, quoi. Ni aucune donnée qu'on puisse imaginer. C'est le cas d'une prédiction impossible, parce qu'elle est complètement indépendante de tous les jeux de données qu'on peut essayer de trouver. Donc ça ne peut pas marcher. Par contre, on peut imaginer des tas de choses qui peuvent marcher.
Et en particulier, moi ce qui m'intéresse, c'est les séismes. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose dans un sismogramme qui pourrait nous permettre de dire, tiens, il va se passer quelque chose. Donc ça, c'est toute l'idée de ce projet européen que je pilote, qui s'appelle Detection of Early Seismic Signal Using Artificial Intelligence. Donc ça fait un acronyme EARLY, vraiment d'en chercher des lettres un peu de partout. Et early parce qu'en anglais, ça veut dire précoce. Et ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir faire quelque chose vite. Alors, soit en prédisant, soit en alertant. Donc, je travaille, grâce à ce financement, j'ai pu embaucher pas mal de gens. Donc en particulier Andrea Liccardi, qui travaille avec moi. Et l'essentiel de ce que je vais vous présenter a été développé par Andrea, qui a fait énormément de choses. Mais également Kevin, Gabriela, Pablo, et qui sont en thèse, eux ils sont en postdoc, et Bertrand et Jean-Paul sont des chercheurs un petit peu plus seniors qui travaillent avec nous. Alors, pourquoi on veut faire ça? Parce que, vous le savez certainement, mais les séismes, ça fait quand même beaucoup de morts. Depuis 30 ans, on en est à, probablement plus depuis, mais à quasiment 1 million. Donc c'est un vrai problème, et en particulier, ça fait beaucoup de morts au cours d'événements assez rares, comme le séisme de Sumatra en Indonésie en 2004, ou encore plus récemment le séisme d'Haïti en 2010. Et donc, évidemment, il y a un intérêt à essayer de prévoir ces événements rares, parce que quand ils arrivent, c'est trop tard, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de changer les choses, pour essayer de sauver des vies? Alors, si on savait prédire les séismes, évidemment, ça arrangerait pas mal nos affaires, parce qu'on pourrait juste évacuer tout le monde avant que ça arrive, et il y aurait forcément beaucoup de moins de morts. Mais la prédiction, définie par tout ce qu'on peut faire avant que le séisme se déclenche, c'est quelque chose qu'on ne sait vraiment pas faire. Ça ne marche pas, on a essayé des tas de choses, on regarde dans les signaux avant les séismes, toutes sortes de signaux. On n'a jamais rien trouvé qui nous annonçait un séisme. Donc, ce qu'on sait faire à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus limité, c'est faire de l'alerte sismique. Et alors, le terme alerte sismique regroupe tout ce qu'on peut faire une fois que le séisme s'est déclenché. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire une fois que le séisme s'est déclenché? Alors, pas forcément grand-chose, mais quand même un petit peu de choses. Et ça vient du fait que les ondes sismiques, c'est pas instantané. Ça voyage très vite. Donc, pour les plus rapides, c'est de l'ordre de 6 km par seconde. Donc, ça va vite. Mais c'est pas instantané. Ce qui veut dire que si vous êtes à 200 km, ça va pas arriver tout de suite. Et si, par chance, il y a des capteurs sismiques plus proches du séisme que vous, ça laisse le temps aux capteurs d'enregistrer le séisme. Les données peuvent être envoyées un peu de partout sur Terre à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à la vitesse des télécommunications. Quand on appelle en Australie, ça va à la vitesse de la lumière. Quand on envoie des données sismiques, c'est pareil. Et donc sur la base de ces premières données, on peut estimer grossièrement la magnitude de ce qui est en train de se passer. Et du coup, lancer une alerte ou pas pour... au Japon, par exemple, les gens reçoivent un SMS quand il y a un gros séisme qui est en cours. Et donc, ça leur laisse quelques secondes pour se mettre sous une table à l'abri et éviter de se faire écraser par quelque chose. Ça laisse aussi un peu de temps pour les infrastructures, c'est-à-dire couper les trains, couper les centrales nucléaires, ce genre de choses. Et encore un peu plus de temps pour se préparer au tsunami. Parce que quand vous avez un grand séisme en mer, ça va générer un tsunami. Et là, on veut savoir évidemment la taille de la vague, grossièrement, pour savoir si la digue va tenir ou pas, s'il faut arrêter la centrale nucléaire ou pas. Et ça, oui, donc c'est pour résumer ce que je vous dis, donc ça laisse très peu de temps avant les plus fortes secousses, donc c'est la grosse limitation. Un peu plus avant l'arrivée du tsunami. Pour les secousses, on parle de quelques secondes, pour le tsunami, c'est plutôt quelques minutes, voire 1 heure ou 2. Et on a un deuxième problème, c'est que pour les très grands événements, la magnitude qu'on estime avec ce genre de technique est toujours très sous-estimée. Parce que les instruments ils vont se saturer. C'est-à-dire que si vous avez un magnitude 7, on va estimer un magnitude 7. Par contre, si c'est un magnitude 9, on va toujours estimer un magnitude 7 parce que les instruments, en fait, ils arrivent à un plafond et à partir de là, c'est pareil pour eux. Donc ça, c'est les deux gros problèmes avec l'alerte. Et ça a été mis en exergue assez drastiquement pendant le séisme de Fukushima en 2011. Alors, en noir, vous avez ici l'évolution de la magnitude de séisme. Donc c'est celui qui a fait l'incident nucléaire là, en 2011. Parce qu'un séisme, c'est pas instantané.
c'est quelque chose qui grossit. Et donc dans ce cas-là, c'était un magnitude 9. Donc il a mis un peu plus de 2 minutes avant de devenir un magnitude 9. Avant, donc au bout de 10 secondes, c'était un magnitude 6.5, puis 7, puis 8, donc ça grossit. Et donc ce qu'on peut essayer de faire de mieux dans un timbre d'alerte, c'est essayer en gros que notre estimation, donc la courbe bleue ici, se rapproche au plus de la courbe noire. Parce qu'on ne peut pas prédire l'avenir. Quand ça commence, le séisme, on ne peut pas savoir si ça va devenir un 9 ou si ça va rester un 6. Et donc dans ce cas précis, vous voyez que vous avez une première latence qui vient du fait qu'il faut attendre que les premières ondes sismiques arrivent jusqu'à la côte, parce que le séisme était en mer. Donc ça correspond à ce délai. Donc ce délai, on voudrait bien le réduire. Et le deuxième problème, c'est l'histoire de la saturation de la magnitude, c'est-à-dire que la magnitude l'estimation de la magnitude a augmenté jusqu'à 8, et ensuite ça s'est arrêté. Et donc le réseau japonais, le système d'alerte japonais, a estimé un 8 pendant quasiment 24 heures. Et au bout de 2 heures, le tsunami était arrivé, et il était beaucoup plus gros qu'un 8. Et avec un 8, les digues devaient tenir, donc il n'y avait pas de problème. Mais avec un 9, ça ne tenait plus, parce que c'est beaucoup, beaucoup plus gros le tsunami d'un 9 que d'un 8. Et donc, ça a inondé la centrale nucléaire. Donc, les deux enjeux, c'est de réduire ce temps ici, et surtout d'arriver à estimer la magnitude jusqu'en haut des très gros séismes. Pour des séismes plus petits, vous avez toujours ce problème de latence ici. Par contre, vous n'avez pas le problème de saturation. Jusqu'à magnitude 7, ça marche assez bien. Voilà, et donc, c'est là que je vais commencer à vous parler de ce qu'on fait. Il y a un espoir qui est revenu, on va dire, un espoir de faire mieux dans l'alerte sismique, avec la découverte d'un signal vraiment intéressant qu'on appelle, dans notre jargon, enfin, on vulgarise sous le terme d'onde gravitationnelle, parce qu'en général, les astrophysiciens n'aiment pas, parce que c'est un terme qui est utilisé pour des mesures de trous noirs, à la base. Mais il se trouve qu'on a mis le doigt ici sur une onde gravitationnelle d'origine sismique. Alors, elle n'a rien à voir avec les trous noirs, mais elle a la même particularité, c'est-à-dire qu'elle voyage à la vitesse de la lumière. Et donc, on va pouvoir la voir sur nos enregistrements sismiques avant l'arrivée des premières ondes sismiques. Donc ça nous donne l'espoir de pouvoir réduire le temps de latence. Comprenez. Alors, on s'est aperçu de ça pour le séisme, donc toujours le même, le séisme du Japon de 2011. Donc là, vous avez des enregistrements sismiques avec les stations là, qui correspondent sur la carte, que ULMN, c'est celle-ci. Donc le séisme, il commence à t égale 0 ici, c'est la courbe noire. Et avant donc, la courbe noire, avant la ligne noire, vous avez ce qu'on appelle du bruit sismique. Donc, quand vous regardez des sismogrammes, ça ressemble toujours à ça. Quand il ne se passe rien, la Terre vibre toujours un petit peu. Et du coup, on a ce qu'on appelle du bruit. Voilà, ça ressemble à ça. Et le séisme se produit à t égale 0. Et ensuite, je vous ai dit qu'il fallait attendre que les premières ondes sismiques arrivent. Et ici, on a coupé les sismogrammes au moment où arrivent les premières ondes sismiques. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un signal ici. Il se passe quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant 2017. Et encore, ici, donc le séisme a eu lieu en 2011. Il fallu attendre encore 6 ans pour que les gens se disent « mais il y a quelque chose ici ». Et donc ce signal, il est vraiment intéressant. Donc je vous ai dit qu'on l'appelait une onde gravitationnelle. En anglais, c'est Prompt Elastogravity Signal, plus exactement. Et donc, mieux que juste l'avoir découvert, les collègues qui ont fait ça ont réussi à le modéliser. Donc ça, c'est très intéressant, parce que ça va nous permettre de le reproduire pour pouvoir entraîner notre algorithme. On va y venir. Alors pour la petite histoire, l'onde gravitationnelle, à proprement parler, c'est une variation juste de la gravité. Donc quand vous avez une grande masse de roches qui se déplace pendant un séisme, là dans ce cas-ci, ce séisme, il a bougé la Terre de dizaines de mètres sur des surfaces de centaines de kilomètres. Donc vous imaginez une surface alors ça va faire 200 par 500, bouger de 20 mètres. Donc la masse d'un tel truc, quand vous la bougez rapidement, c'est assez gros pour perturber le champ de gravité terrestre, c'est-à-dire le G, la constante G qui fait que on a notre poids, a varié, alors pas de beaucoup, mais un petit peu. Et il se trouve qu'un sismogramme, ça enregistre l'accélération du sol. Et la gravité, si vous vous rappelez de vos cours de lycée, c'est une accélération.
Donc en fait, c'est quelque chose qui est directement visible sur les sismogrammes, et c'est ça qu'on voit. Alors dans le détail, c'est un petit peu plus compliqué, parce que ce qu'on devrait voir juste avec la variation de G, c'est la courbe verte. Donc les premiers articles qui ont parlé de ça, ils ont dit, bah voilà, c'est ça. Et après, il y a d'autres articles qui ont dit, mais c'est n'importe quoi, parce que quand vous perturbez la gravité comme ça, en fait, la Terre répond, et ça annule le signal. Mais en fait, en refaisant les calculs plus précisément, on s'est rendu compte que ça n'annulait pas complètement le signal, ça produisait la courbe bleue. Et donc en fait, ce qu'on enregistre là-dessus, c'est la courbe verte moins la courbe bleue, ce qui vous donne la courbe noire. Et ce qu'on observe, nous, c'est-à-dire sur les données, c'est la courbe rouge. Donc vous voyez que sur ces exemples, ça marche assez bien, mais si on regarde sur toutes les stations, ben, ça marche très bien. C'est vraiment spectaculaire. C'est un signal qui était là avant les ondes sismiques depuis toujours, à côté duquel on était passé. Et une autre chose intéressante, c'est que si, dans ce cas-ci, la courbe noire correspond à un magnitude 9. Si vous faites la même simulation pour un magnitude 8.5, vous avez la courbe bleue en pointillé ici. Vous voyez qu'elle est très différente. Ce qui veut dire que ce signal qui arrive avant les ondes sismiques, il contient l'information sur la magnitude. Et donc ça, bah, c'est hyper intéressant parce que c'est ça qu'on veut savoir en fait. C'est la magnitude, on veut le savoir le plus vite possible, et ça résout notre autre problème qui est la saturation des instruments. Parce qu'en fait, quand vous avez un magnitude 9 qui arrive, le signal est tellement énorme que l'instrument n'est pas capable de le saturer. Et là, c'est un signal minuscule, donc ça n'a aucune chance de saturer. Ce qui veut dire que ça résout le deuxième problème de saturation de la magnitude. Mais maintenant, le signal est tellement faible que c'est un vrai challenge de pouvoir, alors en plus, il faut le faire très vite, extraire ce signal et en déduire la magnitude. Et donc, bah, c'est ça qu'on a essayé de faire. Et là, je suis très fier de vous présenter cette figure, parce que je l'ai commandée à une graphiste et j'étais assez content du rendu. Donc, ça résume un petit peu tout le problème. Vous avez ici votre séisme qui se produit, les ondes P, qui sont les ondes sismiques les plus rapides qui se propagent. Alors, les ondes S, c'est les plus destructrices, qui voyagent un peu plus lentement. Et vous avez ce signal gravitationnel qui, lui, immédiatement, à la vitesse de la lumière, se propage de partout. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère en temps réel les données sur toutes les stations du réseau sismologique. Et on va donner ces données à un algorithme de deep learning qui, lui, va nous donner, en sortie, la magnitude et la localisation de l'événement toutes les secondes, pendant que ça se produit. Et à partir de ça, on espère faire de l'alerte tsunami, voire de l'alerte. Alors, dans le détail, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, je vous ai dit que donc, les collègues avaient réussi à modéliser ce signal, ce qui veut dire qu'on peut produire ce signal pour tous les séismes qu'on pense possible. Donc, on a mis des sources sismiques, donc, qui n'existent pas, c'est des faux séismes, sur le long des grandes failles japonaises, en se disant qu'est-ce qui se passe si je mets un séisme là, sur tout mon réseau de stations. Et donc on l'a fait 500 000 fois, pour 500 000 séismes différents. C'est des séismes qui ne se sont pas produits. Et à chaque fois, donc en faisant varier la magnitude, en faisant varier tous les paramètres sismologiques qui varient, et évidemment la localisation, et ben on a calculé à chaque fois l'onde gravitationnelle qu'on attend sur toutes les stations. Et ça nous donne donc la courbe rouge ici sur deux stations par exemple. Et par-dessus, parce que quand même ça ne ressemble pas à un sismogramme, on a rajouté le bruit qu'on enregistre tous les jours sur les stations. Et ça, c'est pas du faux bruit, c'est du vrai bruit qu'on va chercher sur les stations en question. Ce qui fait que notre signal est extrêmement réaliste, parce que c'est un vrai signal en fait, tout le bruit, plus ce signal en plus qui nous indique qu'il y a un séisme qui est en train de se produire d'assez forte magnitude. Et après, ce qu'on fait, c'est que donc ça nous donne des courbes comme ça, mais sur plein de stations. Et bien on les met toutes dans une image comme ça. Donc ici, chaque ligne, c'est une station différente en couleur. Et en X, là, vous avez juste le temps. Donc en fait, chaque ligne, c'est un sismogramme comme ça. Et donc on est capable d'obtenir des centaines de milliers d'images comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est là que je vais vous reparler de chat et de chien. Comme tout à l'heure, on a voulu entraîner un algorithme à reconnaître des chats et des chiens, là on va faire exactement la même chose, sauf qu'à la place de ces images de chats et de chiens, on va mettre nos images de séisme. Donc ici, c'est l'image d'un séisme de magnitude 8. Et ici, c'est l'image par exemple d'un séisme de magnitude 7. On met ça en entrée à notre séisme, on le fait des centaines de milliers de fois. À chaque fois, on lui donne
la réponse, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, c'est un séisme de magnitude 8. Et notre espoir, c'est qu'une fois entraîné sur des centaines de milliers de séismes synthétiques, ou des faux séismes, l'algorithme soit capable de prédire de vrais séismes à partir de données acquises comme ceci en temps réel. Et ça marche. Donc là, c'est l'exemple du séisme de Fukushima, dont on parle depuis le début. C'est toujours celui-là. Donc en jaune, vous avez l'évolution réelle de la magnitude de séisme. En marron, c'est la courbe qu'on a vue tout à l'heure du système japonais qui marchait à l'époque, donc qui saturait à une magnitude 8. Et en bleu, c'est l'estimation de notre algorithme quand on lui donne les données acquises à ce moment-là. Et donc vous voyez qu'il s'en sort plus vite et il nous donne la vraie magnitude assez vite. Alors on peut tester ça, parce que là c'est juste un gros séisme, et on manque de très gros séismes pour tester le truc. Donc on le teste pareil sur des faux séismes. Donc là on a simulé encore des dizaines de milliers d'autres séismes, et chaque point ici vous donne l'estimation de la magnitude. Alors c'est une densité de probabilité, donc en fait plus c'est blanc, et plus ça veut dire qu'on en a trouvé par là. Alors c'est un peu difficile à lire comme figure, c'est probablement la figure la plus technique. Donc ici on s'est limité juste à des séismes de magnitude 9, comme le séisme de Fukushima. Donc leur vraie magnitude en moyenne, ça ressemble à la courbe bleue. Et les points blancs vous indiquent en gros là où, ce qu'on estime en fonction du temps. Donc, vous voyez qu'au début ça ne marche pas très bien, et ça c'est parce qu'il faut attendre que le séisme grossisse assez pour que le signal soit assez fort pour qu'on le voit. Et ça, on s'est rendu compte qu'en dessous de 8.2, ça ne marchait pas très bien parce que le séisme est trop petit. Et par contre, au-dessus de 8.2, ça commence à vraiment bien marcher. Et vous voyez qu'on n'a pas de délai entre la vraie magnitude et son estimation. Donc il n'y a plus ce délai d'attendre les ondes sismiques parce que le signal est instantané. Par contre, du coup, c'est limité au très gros séisme. Mais c'est quand même très utile parce que le problème de saturation qu'on avait, c'était vraiment pour faire la différence entre un 8 et un 9. Et là, c'est exactement ce qu'on arrive à faire avec ça. Alors ça, c'est une autre manière de le représenter pour toutes les magnitudes. Donc c'est l'évolution de notre estimation en fonction du temps et en fonction de la magnitude. Donc ici, c'est des résidus, donc en gros, c'est de combien on se plante en moyenne. Donc vous voyez que pour une magnitude 9, ça va, on se plante de 0 à 1 point de magnitude, donc on est content. Donc vous voyez qu'en dessous de 8.5, ça commence à être 0,4, 0,3, donc ça marche moins bien. Et ça, c'est une autre manière de le représenter. Ça compte en fait combien de fois sur 100 on est bon. Et on est bon, on le définit si on est à moins de 0,4 points de magnitude près. Donc 9, ça marche quasiment tout le temps et ça marche assez vite. Et par contre, pareil, donc 8.6, vous voyez qu'on va être bon 3 fois sur 4. Et après 7.5, on est quasiment jamais bon. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Alors ça, c'est une carte que j'ai faite il y a très longtemps et qui montre où est-ce qu'on attend les très gros séismes dans le monde. Donc, vous avez toutes les zones ici, donc ça c'est un globe, vous avez l'Australie ici, l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Alors, on ne voit pas la France parce qu'en fait, il n'y a pas de gros séismes en France. C'est entre les deux cartes. Et donc, à chaque fois, la couleur vous indique l'agrandie ici. Donc là, par exemple, en rouge, c'est l'Amérique du Sud. Vous voyez qu'en Amérique du Sud, c'est tout rouge. Donc en Amérique du Sud, on attend beaucoup de gros séismes. On ne sait pas quand, mais on le sait parce que déjà, il y en a eu plein. Et parce qu'il se trouve que la géométrie de la faille nous indique que c'est propice aux très gros séismes. Et donc, les autres zones rouges, c'est le Japon, où on a déjà travaillé, avec le sud du Japon qui est là. Mais pas que. Donc il y a aussi l'Alaska, qui fait des très gros séismes. La zone des cascades, donc en Amérique du Nord, l'Amérique du Sud évidemment, et l'Indonésie aussi. Et donc l'idée c'est d'aller installer ça de partout où il y a des gros séismes. Donc on commence par le Pérou, où il y a un assez bon réseau de stations. Et donc on est allé avec toute mon équipe l'année dernière 2 mois au Pérou pour commencer à essayer d'installer ça là-bas. Quelques photos de notre petite campagne de terrain avec tout le monde. Là, on était sur un volcan. Vous voyez Andrea qui est à l'origine, qui a développé l'essentiel
de ce que je vous montre qui est en train de surfer dans la descente du volcan. C'est magnifique. Et à terme, l'idée, ça serait en fait de faire un algorithme global, de ne plus avoir à l'appliquer à une région donnée, mais juste un algorithme qui marche sur la Terre entière, qui utilise toutes les stations sismiques de la Terre, et qui serait capable d'estimer la magnitude d'un séisme n'importe où sur Terre. Et ça, c'est possible parce que le signal se propage à la vitesse de la lumière, donc en fait, il est partout tout de suite. Ce qui est absolument impossible et qui n'aurait pas de sens avec un système d'alerte classique, où il faudrait attendre que l'onde sismique arrive, donc là, ça serait trop tard, ça ne servirait plus à rien si vous êtes à l'autre bout de la Terre. Avec ce signal, bah, théoriquement, c'est possible, et du coup, peut-être qu'on arrivera un jour à avoir un système mais qui marche de partout sur Terre tout le temps. Alors, un autre truc qu'on essaye de faire, c'est de débruiter les données. Et ça, on s'est rendu compte que ça avait un intérêt en faisant un test sans mettre de bruit. Qu'est-ce qui se passe si on ne rajoute pas le bruit des stations qu'on enregistre tout le temps dans le signal? Et bien, en faisant le test, on s'est rendu compte qu'on avait une prédiction parfaite tout le temps. Donc en fait, cette limite qu'on a à magnitude 8 pour que ça marche, parce que le signal est trop petit avant, vient juste du fait qu'il y a trop de bruit dans les signaux. Et si on arrivait à enlever ce bruit, ben on pourrait arriver à estimer la magnitude des petits séismes aussi. Il n'y aurait plus ce problème de magnitude 8. Et donc on a commencé à faire ça, et comment on le fait? Et ben avec de l'intelligence artificielle, évidemment. En fait, c'est le même principe que tout à l'heure, sauf qu'au lieu de lui demander comme réponse la magnitude et la localisation du séisme, on va lui donner le signal débruité. Donc en entrée, en fait, ça va être la même chose que tout à l'heure, ça va être les signaux sur tout le réseau de stations avec le bruit. Et la réponse, à chaque fois, ça va être le signal sans bruit. Et entraîné sur beaucoup d'exemples comme ça, eh ben, il nous prédit ce qu'il y a au milieu. Donc en gros, ça c'est le X, ça c'est le Y, et une fois qu'on a entraîné, c'est ce que ça nous rend. Donc un signal qui a quand même une bonne tête. Et regardez, station par station, ça ressemble à ça. Donc en noir, vous avez le vrai signal. En rouge, c'est ce qu'on voudrait voir comme signal débruité. Et en bleu, c'est comment il nous le débruite. Donc ça a quand même une bonne tête. Là, on est encore dans la phase où on veut voir ce que ça donne si on donne à l'algorithme que je vous ai présenté avant les données débruitées. Donc on ne l'a pas encore fait, c'est en cours. Mais on a bon espoir que du coup, ça rende le truc beaucoup plus efficace. Alors maintenant que je vous ai dit ça, vous allez peut-être me demander, mais pourquoi s'arrêter là? Je vous ai dit que la prédiction, on ne savait pas faire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ça pour faire de la prédiction et carrément regarder ce qui se passe avant les séismes et essayer d'en déduire si un séisme va se produire ou pas? En fait, c'est pas forcément très difficile à mettre en place. On pourrait imaginer un problème où le X, cette fois-ci, c'est plus nos histoires de PEGs, c'est juste un sismogramme, donc une forme d'onde, et notre Y, ça serait est-ce qu'il y a eu un séisme ou pas après l'enregistrement de ce sismogramme. Donc quand on fait ça, on n'a même pas besoin de savoir à quoi pourrait ressembler un précurseur, c'est-à-dire un signal avant le séisme. On a juste à lui dire, mais je sais qu'après signal, il va y avoir un séisme, juste parce que ça s'est déjà produit. Et donc dans ce cas-ci, notre Y, ça serait 0 s'il n'y a pas de séisme derrière, et 1 s'il y a un séisme après. Et entraîné sur suffisamment d'exemples, l'espoir, c'est que ensuite, si on lui donne des données acquises en temps réel, notre algorithme, bah, il va nous sortir soit 0, soit 1. Et 0, ça voudrait dire, bah, il ne se passe rien, tout va bien. Et 1, ça nous dirait, bah, attention, il y a un séisme qui se prépare. Et on peut même aller plus loin parce que je vous ai dit que dans le X et le Y, on pouvait mettre absolument ce qu'on veut. Donc pourquoi se limiter à juste est-ce qu'il y a un séisme ou pas? On ne pourrait pas lui demander aussi bah, à combien de distance il est de ma station et quelle magnitude il fait. Et si on fait ça, on peut le faire assez facilement en fait, parce que c'est des séismes, on prend des données qui sont déjà produites, donc les séismes se sont déjà produits, donc on sait où ils sont par rapport à la station, on sait quelle magnitude ils ont eu. Donc si on fait ça, en théorie, à la deuxième phase, c'est-à-dire d'application aux données acquises en temps réel, bah, ça nous donnerait toutes ces informations, et en gros, bah, on aurait fait de la prédiction. Et le dernier paramètre, évidemment, qu'on devrait mettre dedans, c'est le temps entre cette donnée et le séisme. Et là, vous avez quasiment tout, et on dit, bah voilà, dans 3 heures, attention, il y a un magnitude 5, ou 7.
Donc évidemment, ça c'est sur le papier. Et la question c'est, est-ce qu'on est dans une configuration loto où là il n'y a rien, et du coup on essaye de gagner au loto mais on n'y arrivera pas, ou est-ce qu'il y a un signal ténu là-dedans qui existe et qui peut peut-être faire que ça marche? Ça on n'a pas la réponse encore. J'essaye beaucoup, pour l'instant ça ne marche pas, donc pour l'instant on est dans une configuration loto. Mais quand même quand on y pense, il y avait ces ondes, ces pegs, ces ondes gravitationnelles, qui étaient quand même un signal majeur, alors tout petit, mais caché dans les ondes sismiques depuis qu'on fait de la sismologie, et on ne les avait jamais vues. Donc ça nous donne comme l'espoir qu'il y a encore des signaux peut-être cachés dans les ondes sismiques, dans les sismogrammes. Donc pourquoi pas. Et donc, si on veut élargir un petit peu, là je vous ai présenté une application de l'intelligence artificielle, du deep learning supervisé, mais cette équation simple peut vous permettre de répondre à n'importe quelle question, et ça peut vraiment s'appliquer à toutes les disciplines scientifiques et pas scientifiques d'ailleurs. Alors, on peut s'amuser à faire un petit tour d'horizon sur quoi travaillent les autres. Alors les autres, je les ai divisés en 3 catégories. Le monde académique, que je connais un petit peu, le monde du privé que je connais très peu, et le monde du renseignement que personne ne connaît. Ils sont tous des utilisateurs acharnés d'IA. Alors, les chercheurs en IA, qu'est-ce qu'ils font? Donc, moi, je ne suis qu'un modeste utilisateur d'IA, mais les développeurs en IA, les gens qui vraiment ont les mains dedans, ils font pas mal de choses, et d'ailleurs c'est un domaine en ébullition, je pense que je ne suis plus du tout à jour, mais un domaine assez intéressant et qui vraiment est un grand domaine de recherche, c'est essayer de comprendre pourquoi ça marche. Alors, on observe que ça marche, les algorithmes qu'il y a derrière, on les connaît, mais quand même, fondamentalement, qu'est-ce qui fait qu'un algorithme arrive à reconnaître un chien ou arrive à reconnaître un séisme? C'est toujours pas si clair que ça, parce que c'est quand même une grosse boîte noire, c'est-à-dire que ça marche, mais exactement dedans, qu'est-ce qui se passe? C'est un domaine actif de recherche. Il y a pas mal de gens qui essayent de découvrir des nouvelles lois de la physique avec ça. Alors d'abord, ils essayent de redécouvrir les anciennes, évidemment, et ça ne marche pas toujours, donc c'est pas dit qu'on arrive à découvrir des lois de la physique comme ça, mais c'est un domaine actif de recherche. L'apprentissage non supervisé, alors ça c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé du tout, mais là tout ce que je vous ai montré, en fait on lui donne la réponse à chaque fois, on lui donne le Y. Mais il y a tout un domaine de recherche qui est probablement plus actif actuellement, on ne lui donne plus la réponse. Il se débrouille tout seul. Alors qu'est-ce que ça donne? Pas très clair. Pour l'instant, c'est beaucoup moins efficace que de lui donner la réponse. Mais qui sait ce que ça peut donner dans le futur. Et si on l'utilise, en fait, si ça s'est développé tant que ça, c'est premièrement parce que maintenant on a des ordinateurs qui vont très très vite. Et deuxièmement parce qu'en fait, on a énormément de données dans plein de disciplines. Hein. On est à l'ère de la donnée, il y a des terras de données dans tout ce qu'on fait. Et la seule manière de gérer efficacement autant de données, c'est avec des algorithmes comme ça, parce que tous les autres sont vite dépassés. Mais là où je vois le plus grand potentiel de recherche en IA, c'est en fait presque pour des gens qui ne développent pas l'IA, mais des chercheurs ou pas des chercheurs d'ailleurs, qui s'approprient l'outil, qui est un outil qui peut faire énormément de choses, à leurs problèmes à eux, à leur discipline, parce qu'ils connaissent leurs données et ils savent ce qu'il y a dedans potentiellement. Et donc ça ouvre le champ à des tas de découvertes dans tous les champs de la science, hein, presque. Alors maintenant, qu'est-ce que fait le monde du privé avec ça? Honnêtement, j'en sais rien. Mais il y a quand même quelque chose qui m'a toujours interloqué, c'est que si vous prenez les GAFAM, en particulier Google et Facebook, c'est les entreprises qui valent le plus cher au monde, les plus grosses valeurs boursières, alors qu'elles produisent concrètement absolument rien. Rien du tout. Encore, Apple fait des ordinateurs, mais Google et Facebook ne produisent rien. Alors pourquoi est-ce qu'elles valent autant d'argent? Parce qu'on leur donne nos données, et qu'est-ce qu'elles font avec ces données? Forcément, pour gérer autant de données, elles font de l'intelligence artificielle avec. Alors, le truc le plus évident, c'est la publicité ciblée, c'est-à-dire que vous avez l'habitude de faire telle chose, et donc on va vous suggérer d'acheter ça. C'est une application, il y en a probablement beaucoup d'autres, je ne sais honnêtement pas ce qu'elles sont. Mais ce qui est sûr, c'est que soit elles les vendent, et à ce moment-là ça leur génère ses profits, soit elles ne les vendent pas, mais elles font quelque chose qui leur rapporte beaucoup d'argent avec, ou qui potentiellement peut en rapporter beaucoup.
Et alors le monde du renseignement, c'est juste un petit peu pour s'amuser. Qu'est-ce qu'ils font? J'en sais absolument rien. Mais ce que je sais, et ce qui n'est pas secret du tout, c'est que par exemple en Chine, ils ont développé un algorithme de reconnaissance faciale, qui évidemment est de l'IA, couplé à des milliards de caméras sur tout le territoire chinois, qui permet de reconnaître n'importe qui, n'importe où. Donc ça nous donne un petit peu l'idée de ce qu'on peut faire avec ce genre d'outil. Donc voilà, les Chinois font ça très ouvertement. Est-ce que les boîtes privées le font? Est-ce que d'autres gouvernements le font? Ça, on n'en sait rien. Et ça m'amène à la partie encore plus exploratoire de cette présentation, sur les dangers éventuels de l'IA. Alors, est-ce que l'IA, c'est dangereux? Est-ce qu'on va être asservi par les machines comme dans Terminator ou Matrix? Honnêtement, je ne pense pas. Mais c'est quelque chose qui est défendu assez sérieusement par quelqu'un qui s'appelle Ray Kurzweil, qui est quelqu'un de très connu, qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Singularity is Near, qui est très médiatique. Donc la singularité est proche. Et pour Ray Kurzweil, la singularité, c'est le moment où les machines vont devenir indépendantes de l'homme et plus intelligentes que nous, et où en gros, elles vont prendre le pas sur nous et on ne servira plus à rien. Et alors ça, est-ce que ça va se produire? C'est probablement la tête que ferait Jacques Lacan s'il entendait ça. Jacques Lacan, c'était un psychanalyste très connu, qui a un des pères fondateurs de la psychanalyse, qui était français, et pour lui, qui a beaucoup réfléchi à la question, la conscience naît du subconscient. La conscience est une... Et donc, est-ce qu'une machine peut avoir du subconscient? La réponse est évidemment non. Alors, est-ce que la créativité ou la conscience peuvent émerger de lignes de code? Je ne pense pas. La créativité, on peut avoir l'impression, parce que des algorithmes génèrent par exemple des peintures ou des visages ou des trucs artistiques. Mais en fait, ce n'est pas de la vraie créativité, parce que tout ce qu'elles font, c'est qu'elles prennent des choses qu'elles ont apprises, c'est-à-dire en gros des exemples d'un peintre, d'un autre, et elles agglomèrent tout, des opérations de l'IA, et elles en font quelque chose qui a l'air d'être créatif, et qui en fait est juste une agglomération de trucs qu'elles ont piqués ailleurs. Alors est-ce que c'est pas ça la créativité? C'est une autre question. mais pour ce qui nous intéresse, alors est-ce que la conscience peut émerger du subconscient? Je ne pense pas. Donc est-ce que les machines vont volontairement nous asservir? Je ne pense pas, parce que je ne pense pas qu'elles veuillent quoi que ce soit, et qu'elles ne pourront jamais vouloir quoi que ce soit. Par contre, est-ce que ça veut dire que l'IA est sans danger? Vraiment, je ne pense pas, parce que quand on voit ce que font les Chinois, quand j'ai mis une image de l'adaptation cinématographique de 1984, roman bien connu de George Orwell, honnêtement, on est déjà un petit peu quand on regarde ce que font les Chinois. Et c'est évidemment pas sans danger. Un autre danger que je vois encore plus fort, ça serait de se réfugier derrière une IA présentée comme un décideur objectif. C'est-à-dire que, on va dire, un pouvoir donné pourrait être tenté de dire bon ben voilà, on a demandé une IA, le mieux c'est de faire comme ça, et l'IA c'est le truc le plus objectif qui soit, donc on va faire comme ça. Et ça serait un moyen de justifier des mesures impopulaires, voire carrément immorales, en se cachant derrière le fait que les maths disent que c'est ce qu'il faut faire. Et donc en conclusion, je dirais qu'il faut se méfier, pas forcément de la machine, mais de l'homme derrière la machine. Et je me barre là-dessus. Merci beaucoup. Conférence passionnante. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, je voudrais vous demander si on applique pour la prévision des séismes la détection que font les satellites, la variation de la surface terrestre par satellite. Est-ce qu'on pourrait faire ça aussi? La géodésie, ça fait partie de mon projet. Donc là, je vous ai parlé que de données sismologiques, mais on a évidemment aussi des données géodésiques, GPS principalement, qui mesurent la déformation du sol, le déplacement du sol plus exactement. Et on utilise ça pour étudier les séismes. Évidemment, quand ils se produisent, on enregistre le champ de déplacement généré par le séisme. Donc, à un endroit ça monte, à un endroit ça descend, ça va à droite, à gauche. Donc ça, on l'utilise pour étudier la source, donc c'est directement lié à la source sismique.
Maintenant, est-ce qu'il y a un signal avant le séisme? Jusque-là, on a pas mal regardé, on n'a rien trouvé. Mais je passe mes journées à regarder. Pour l'instant, je ne trouve toujours rien, mais je cherche. D'autres questions? En matière informatique, par rapport à l'outil d'IA, vous avez quoi derrière? Notamment, vous dites que vous êtes un utilisateur, c'est-à-dire que derrière, vous donnez ça à des informaticiens, mais non. Ils utilisent quoi? Des produits comme TensorFlow ou des... C'est ça. Alors c'est nous qui utilisons directement TensorFlow. D'accord. Donc c'est avec principalement TensorFlow Ouais, TensorFlow et des librairies dérivées, donc Keras, PyTorch, ce genre de choses. Donc c'est des fonctions toutes faites, on les met les unes derrière les autres et on construit nos algorithmes comme ça. On va dire que la partie technique de l'IA, c'est ce qu'il y a dans ces fonctions. Et ça, nous, on ne le fait pas. Et en volume de données, vous avez combien derrière au niveau de tous les modèles que vous avez quoi en volume de données? Ça se chiffre en gigas, en téra? En centaines de gigas, voire téra. Et tout dépend du problème en fait. Dans ce cas-ci, notre donnée de base est déjà un petit peu volumineuse parce que c'est une image. Mais si c'est des chiffres, ça peut être beaucoup moins. Quoi. Si c'est des films, c'est beaucoup plus. Et ces logiciels existent, on les achète et on les utilise, ou à chaque fois il faut travailler avec quelqu'un qui est un expert de la AI? Non, ça existe. Et travaille avec vous pour vous les... Il n'y a même pas besoin de les acheter parce que c'est open source, c'est gratuit. Et c'est pour ça que en fait, ça se démocratise vachement, que beaucoup de gens s'y mettent. Parce qu'en fait, c'est gratuit et c'est assez facile d'utilisation. Tout est pré-mâché, il y a juste à mettre des fonctions les unes derrière les autres. Et faut savoir un petit peu coder, mais on s'y met assez vite. Après, il faut des gros ordinateurs pour les faire tourner. Pour l'instant, vous ne vous intéressez pas au séisme potentiel dans la région parce qu'il n'y a pas de phénomène assez remarquable historique. Ils sont trop petits en fait. Ils nous suffisent. Ils sont clairement trop petits. Après, si on arrivait à de la prédiction, ça marche s'appliquer. Alors nous, on ne discrimine pas selon l'origine géographique. On prend tous les séismes. Alors dans le cas des PEGs à partir d'une certaine magnitude. Et dans l'autre cas, les catalogues sont globaux, quoi. On regarde partout sur Terre. En fait, pour le risque de tsunami, si on est à la Turbie, par rapport à la hauteur de la vague, on est à 450 mètres d'altitude, on est quand même à l'abri. C'est pas un problème. À moins de chute d'astéroïdes massifs, mais alors là, de toute façon, où vous soyez. Vous avez une question? Non. La collaboration, elle est totalement internationale. Comment ça se passe entre les pays pour travailler sur tout ça? Sur tout ça en fait, là, c'est un petit groupe de gens, hein, c'est moi et mon équipe. Ouais. Donc, je vais les retrouver là. Oui, parce que j'avais vu des noms d'autres pays. Regarde où ils sont. On va passer. Donc Andrea, qui a fait le plus gros du travail, il est italien. Kevin, il est français. Donc Gabriella, qui est en thèse avec moi, elle est équatorienne. Pablo est péruvien. Et donc on travaille aussi avec Bertrand, qui est français, mais qui jusqu'à peu travaillait aux États-Unis, au Los Alamos National Laboratory, et qui vient d'être recruté à Kyoto, au Japon, pour essayer d'installer ça au Japon. Et Jean-Paul Ampuero, malgré son nom, est péruvien. Et donc, oui, on essaye de l'installer au Pérou, parce qu'en fait, via mon institut, qui est l'Institut de recherche pour le développement, on a des facilités à collaborer avec des pays en voie de développement. Et le Pérou s'y prête vraiment bien, parce qu'il y a des gros séismes, on a un bon réseau de stations, on a des bonnes collaborations avec les collègues. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé avec le Pérou. Donc c'est votre petit groupe qui initie en fait toute cette recherche au niveau mondial. Oui. Wow. Oui, c'est ça. Il n'y a que nous qui travaillons là-dessus. Ah oui, dans le monde académique, il y a pas d'autres équipes concurrentes.
Mais On est c'est là, même. 7, ouais. C'est pour des enjeux aussi majeurs, hein. C'est bizarre que vous soyez si peu Mais nouveau. en fait, c'est de la recherche très en amont, c'est-à-dire que là, on essaye de montrer que ça peut marcher, que ça marche pas. Et voilà, une fois qu'on a montré que ça marche, les gens sont convaincus. Après, Bah après, oui, ça mais grossit. vos fameux PEGs, là, les ondes gravitationnelles entre guillemets, n'est-ce pas? Ça prouve déjà qu'il y a un sacré progrès par rapport à Ah ouais, ce qui mais était avant. on est assez C'est content. encourageant. On est assez content, donc peut-être Ouais. que ça va grossir. Bah oui, c'est extraordinaire déjà. C'est pour ça qu'il a obtenu ce fameux million et demi par le Conseil de la recherche européenne Ouais, pour voilà. développer ça. Ouais, ouais. 1,5 million. Ça part vite, hein, parce qu'il faut payer. Une belle voiture. Même pas, hein, ça va pas sur en comptant. Mais par exemple, les Japonais, là, ils sont, le Pérou, les Japonais aussi doivent être à fond dans cet espoir même. Surtout pas habiter le Japon. Vous évitez la côte. Les Américains sont pas intéressés, les USA ne sont pas intéressés par vos recherches parce qu'ils sont quand même... Ben, en fait, pour l'instant, donc, c'était à l'état de projet, c'est-à-dire que les financements avaient obtenu en disant voilà, on veut faire ça. Donc avant que ça soit fait, en fait, personne n'est vraiment intéressé parce que ça va. Et là, on est assez content parce que le premier article là-dessus vient d'être accepté dans Nature, qui est le plus grand journal. Et donc, alors, je vous en ai parlé, mais normalement, j'ai pas le droit parce que c'est sous embargo, parce qu'il y a tout un système secret avant que les articles ne sortent. Et donc, on pense que quand l'article va sortir, ça va susciter l'intérêt de pas mal de... Et vous n'avez pas connaissance d'autres qui fassent des recherches dans ce domaine? Alors, dans ce domaine au sens large, si, dans l'alerte sismique, avec les ondes sismiques, il y a énormément de gens qui font ça. Même avec de l'intelligence artificielle appliquée aux ondes sismiques. Par contre, sur les PEGs, PEGs plus intelligence artificielle pour faire ça, il n'y a que le tout. Il y a un groupe en Allemagne qui étudie un petit peu les PEGs aussi, mais pas pour faire de l'alerte. Et non, c'est un domaine assez nouveau, mais la découverte du signal est très récente. Donc, Ça doit marcher bien pour les éruptions, non? Parce qu'avant les éruptions, il y a des grosses masses magmatiques qui se déplacent. Donc ouais, alors ça va. faire des PEGs de... Non, parce que le signal est trop faible, parce qu'en fait, ça ne fait pas une assez grosse masse. Un séisme, c'est vraiment très très gros. Mais là, on parle de magnitude 9, c'est... J'ai jamais fait le calcul de la masse, mais c'est énorme. Est-ce qu'il y a des endroits où systématiquement ça se produit et en temps, en heure? Ah, alors, je vais venir à une autre slide. Ah oui, sur les plaques. Ouais, voilà. Alors, systématiquement en temps et en heure, ça s'est produit à une époque aux États-Unis, dans une région qui s'appelle... j'ai oublié le nom. Et du coup, à cette époque-là, je crois que c'était tous les 22 ans, il y avait un séisme, même magnitude. À cette époque-là, les Américains étaient convaincus qu'on arriverait à prédire les séismes assez facilement, quoi, parce que ça avait l'air perdu. Bon, voilà, c'est facile. Et jusqu'au jour où, l'année des 22 ans, c'est rien passé. Et en fait, ça s'est produit 44 ans après. Ça avait sauté. Mais c'était le seul endroit, en fait, où on voyait ça normalement. Sinon, c'est assez chaotique. Ce qu'on sait un petit peu faire, c'est de dire où est-ce que les gros vont se produire. Parce que pour faire un gros séisme, il faut une grosse faille. Et les grosses failles, on les connaît. Et après, de manière un peu plus fine, en regardant la géométrie de la faille, on arrive à dire les zones qui sont plus propices à faire de gros séismes, plutôt que celles qui sont plus propices à en faire de petits. Donc le où, on sait à peu près faire. Mais le quand, pas du tout. C'est vraiment irrégulier. Les animaux, un peu. Ouais. Ah, l'observation. Est-ce que c'est controversé ou pas? Oui, non, c'est très controversé. Il y a beaucoup de choses qui ont été proposées, mais il n'y a rien qui a résisté à une analyse statistique. C'est-à-dire que vraiment, si on regarde tous les cas, ce qui s'est produit avant, sur toutes sortes de données, il n'y a rien qui marche. Sur le golfe du Mexique, il y a des plaques tectiques avec des failles importantes, là, pourtant. Là. Au Mexique, ouais, Mexique, c'est là, non, c'est ici, une grosse faille. Du côté Pacifique. Du côté Atlantique, alors ouais, je ne l'ai pas mis là, mais il y a aussi une assez grosse faille dans les Caraïbes qui fait des assez gros séismes. Pas des 9, mais des 7, 7.6. Pas des 9. C'est un point faible là. Non, mais on va s'y mettre. Oui.
J'ai une question sur les sismogrammes. Oui. Quand on regarde les sismogrammes, on voit d'abord les ondes les P, et après on voit les ondes S et P ensemble. Est-ce que tu peux mettre là? Ouais. Alors est-ce que je les ondes P? C'est pas dit parce que je les enlève les ondes P. Il n'y a pas de... C'est un schéma de propagation. Oui, c'était un peu avant. Un schéma de Voilà, propagation, on c'est- n'est pas sismogramme. Alors, est-ce que je suis perdu là? Ouais, Ça voilà. Alors, la première partie sont l'enregistrement des ondes P, et après, il y a les ondes S qui arrivent, et les sismogrammes, les diagrammes en montent comme amplitude, c'est ça? Alors, non, en fait, les ondes S, elles sont pas beaucoup plus grosses que les ondes P. Ouais. Ce qui fait des... Alors, en fait, ce sismogramme, il est pas gros, je suis même pas sûr Ouais, que ce soit voilà. précis. Mais normalement, vous avez les ondes P, Oui, juste après les ondes S, oui. et après, il y a tout un tas d'ondes. En fait, il y en a énormément, et celles qui sont très grandes, c'est les ondes de surface. Ok. Mais c'est pas celles qui font le plus de dégâts, Oui. parce qu'elles sont très grandes, mais en fait, elles vont pas vite. Et ce qui fait beaucoup de dégâts, c'est des vibrations à haute fréquence. Les ondes sont mixées, ou les ondes P s'arrêtent quand il y a les ondes S qui arrivent, ou sont les deux ensemble? Alors, elles ne s'arrêtent pas, Oui. mais en fait, le pic Oui. des ondes P se produit plutôt que celui des ondes S. Alors, si le sisme est très proche, les deux vont être confondus. S'il est très loin, on va avoir le temps de voir tout le train d'ondes P qui passe, et ensuite tout le train d'ondes S, ça va être beaucoup plus séparé. Et les calculs de la magnitude, on les fait sur quelle amplitude? Les ondes P ou les S? Sur les ondes de surface, c'est-à-dire Sur les les ondes grosses de à la surface. fin. Et celles-là, elles arrivent, mais alors très longtemps après. Et c'est pour ça que le calcul rigoureux de la magnitude, en fait, on ne peut pas le faire dans une optique d'alerte parce qu'il faut attendre 1 heure ou 2 d'avoir enregistré les ondes de surface à assez d'endroits. Et donc, en fait, la vraie magnitude, on la sait beaucoup plus tard, quoi. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça pourrait être intéressant de prévoir pour les répliques aussi. Oui. Puisqu'on sait qu'il y a eu un séisme, là on peut vraiment observer bien. Ouais, ben alors c'est quelque chose qu'on fait aussi, alors pas avec ça, parce que forcément les répliques elles sont plus petites par définition que le. Donc le c'est sisme pas du prochain. neuf. Donc ça ne marchera pas avec ça. Par contre, alors, on fait d'autres trucs avec mon étudiant péruvien, qui a un autre algorithme d'intelligence artificielle dont je n'ai pas parlé, qui lui en fait sur une station, alors marche lui avec des ondes sismiques, mais sur 3 secondes. Et donc en fait, il détecte automatiquement sur une station les séismes et il estime même la magnitude et localisation approximative avec 3 secondes d'enregistrement. Et donc avec ça, on s'est amusé à l'appliquer à la séquence de répliques après le séisme d'Haïti, il n'y a pas très longtemps. Et on s'est rendu compte qu'il était capable d'estimer les premiers aftershocks, les premières répliques, mieux que tout le réseau de stations qui fonctionne normalement. Et du coup, on a été capable de modéliser la distribution à venir des répliques. Parce qu'en fait, la distribution des répliques va dépendre de ce qui se passe. Elle est prédictible par rapport à ce qui se passe dans les premières heures ou les premiers jours. En fait, après, ça suit son cours. Et donc, vu qu'on arrivait à mieux estimer ce qui s'était passé dans les premières heures, ça donnait une meilleure estimation des répliques. Mais bon, là, quelque part, en fait, quand il y a eu le séisme, on sait qu'il va y avoir des répliques pendant un certain temps. Et bah, c'est tout, quoi. On le sait, on ne va pas pouvoir dire quand ça va arriver. Par contre, on peut, grâce à ce qu'a fait mon étudiant, estimer la magnitude maximale de ces répliques à attendre dans les prochains jours. Ça peut intéresser la population quand même. Oui, oui. Oui, non, c'est du potentiel aussi. Pour pouvoir vous procurer des données pour analyser, par exemple, les répliques, est-ce que c'est facile de pouvoir accéder aux bases de données des différents enregistrements, des différentes stations des différents pays? Ou est-ce qu'il y a quand même certaines zones où c'est un peu chasse gardée? Ou est-ce qu'il y a une communauté internationale de sismologues qui... Alors la réponse c'est les deux. C'est-à-dire que Voilà. de manière générale, la plupart des pays jouent le jeu. Et il y a même des serveurs qui distribuent les données acquises un peu dans le monde entier en temps réel. Mais il y a quelques pays qui ne jouent pas le jeu. Donc il y a certains pays où c'est effectivement difficile d'avoir les données. En particulier le Pérou.
mais du coup on les connaît donc ça va. Bon, après des pays fermés comme la Corée du Nord évidemment, ou même la Chine, c'est pas facile. Donc en gros, la communauté est quand même assez ouverte et la plupart des données sont disponibles pour tous, à quelques exceptions près. Les volcans, c'est la même chose pour vous? Alors c'est un autre problème. Moi je travaille pas du tout sur les volcans. Par contre, en fait, pour la plupart des volcans, alors pas tous les types, c'est plus facile parce qu'en fait on voit le magma remonter avant et ça c'est observable alors, parce qu'il y a des petits séismes et parce qu'il y a, alors avec les GPS justement, les données de satellite, on voit que ça gonfle, c'est mesurable. Donc souvent 3-4 jours avant, on voit le volcan qui gonfle, des petits séismes qui se produisent, ça sent pas bon quoi. Mais par contre des fois ça retombe, alors des fois ça gonfle et puis finalement non, et puis des fois ça pète, et des fois ça pète sans prévenir aussi. Il y a certains types de volcans où on ne voit pas venir, ça arrive bien. Parce qu'il y a quand même des séismes autour quand les volcans sont en éruption. Oui, des petits, ouais. C'est parce que, en gros, c'est le magma qui remonte, et du coup, quand il remonte, il déstabilise un peu ce qui se passe, il frotte contre les parois, et ça fait des petites vibrations que des petits séismes, en fait, on enregistre. Mais évidemment, les volcanologues sont très intéressés par l'IA pour faire exactement la même chose, en regardant comment évoluent les données avant les éruptions et ce qu'on peut prédire. Et ça marche pas mal, ce que j'ai compris. Voilà, bon, s'il y a plus de questions. C'était l'avant-dernière conférence. La prochaine et dernière sera le 6 mai. Et elle sera des médecines, donc on parlera d'intelligence artificielle appliquée à la neurobiologie. Voilà, ceci terminera les cycles de cette année. Voilà, merci. Et on sera de retour évidemment à la salle commune.